Selon l'Organisation des Nations Unies pour la population, UNFPA, des millions de femmes tombent malades chaque année de la fistule. Au Burkina Faso, la proportion est d'environ 1000 femmes qui tombent malades de la fistule chaque année depuis 2022. Qu'est-ce que la fistule? Comment se manifeste-t-elle? Quelles sont les conséquences? Et comment cette maladie affecte-t-elle la santé de la femme? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Dr Ouedraogo. Elle est gynécologue et également présidente de l'association Génitecare. Docteur, bonsoir et bienvenue à notre émission. Bonsoir. Merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir pour parler également de cette maladie qui est, on va dire, une maladie de santé publique, mais qui est, on va dire, une maladie silencieuse également. Exactement. Merci pour votre intérêt pour cette question et aussi merci d'avoir fait appel à ma modeste personne. Merci. Je suis Josiane Ouedraogo, gynécologue obstétricienne, experte en santé sexuelle et reproductive et également au niveau de l'association Génitecare Africa. Je suis également dans un réseau mondial de femmes appelé Business and Professional Women pour donc encourager les femmes à combattre parce que le combat est véritablement difficile parfois pour les femmes. Alors, sans vous interrompre, on va environ des millions de femmes chaque année, comme l'UNFPA le dit, au Burkina environ 1000 femmes, c'est beaucoup déjà. Oui. En termes de chiffres. En termes de chiffres, il faut dire que mondialement, c'est des millions de femmes chaque année. Et pour chaque jour, nous allons avoir environ 800 femmes qui vont mourir par jour. Et pour une femme qui va mourir, il y a 20 femmes qui vont développer ce qu'on appelle une morbidité maternelle grave. Ce n'est pas, oui, dû à cette maladie. Et parmi ces morbidités, parmi les 20 femmes qui vont être vraiment diminuées d'une certaine façon ou d'une autre, la fistule obstétricale est la morbidité maternelle la plus grave. Alors docteur, dites-nous, la fistule, on l'a déjà dit, c'est quoi concrètement? Oui. La fistule obstétricale est une complication de l'accouchement. Ça va être donc un accouchement qui a été difficile et qui va blesser les organes génitaux de la femme avec perte de tissu et donc passage de certains liquides dans le vagin. Par exemple, passage de l'urine. Au lieu que l'urine sorte par la voie urinaire, l'urine va aller sortir par la voie génitale. Parfois, lorsque les organes vers l'arrière sont blessés, avec perte de tissu, on va avoir une perte de sel par les organes génitaux de la femme. Donc, pour me résumer, il s'agit d'une communication qui va s'installer entre, permettez-moi d'utiliser certains termes anatomiques, entre la vessie et le vagin. Donc, ce canal qui va être créé va donc drainer le pipi qui va sortir par les voies génitales et ou, donc je dis bien et ou, parce qu'on peut avoir les deux qui sont associés, et ou une perte de tissu au niveau, donc entre le rectum et le vagin, avec donc perte de matière fécale par les organes génitaux de la femme. Donc c'est dire que c'est une communication qui sera anormale, bien sûr. Exactement. Ou on va le dire, comme vous l'avez dit, il faut utiliser les expressions en anatomie. Donc voilà. c'est dire une communication entre la vessie et le vagin et ou entre le rectum et le vagin. Donc c'est dire que là où les déchets doivent sortir par derrière, les déchets peuvent sortir par devant. Au milieu. Au milieu. Au milieu, parce que vous imaginez que quand la femme pisse, c'est l'avant. Oui. Au milieu, Oui. c'est là où elle accouche. Exactement. C'est là où il y a la copulation, là où
les rapports sexuels Exactement. ont lieu. Et l'étage postérieur, l'étage qui est derrière, c'est maintenant l'étage des matières fécales. Exactement. Donc c'est dit qu'en ce moment, il n'y a plus de pont entre les deux parties. Non, il n'y a plus de fermeture, d'étanchéité. Voilà, dû donc à une perte de la matière qui permettait, qui protégeait là, dû à un accouchement qui a été difficile. Alors vous parlez plus d'accouchement. Est-ce seulement dans les cas d'accouchement qu'on a la fistule? Oui, vraiment ça c'est une question très pertinente. Effectivement, on a la fistule qui survient dans le cadre de l'accouchement, qu'on appelle la fistule obstétricale. Mais vous faites bien de le signaler, il y a des fistules qui vont survenir, par exemple au cours d'une irradiation. Une femme qui a fait, pour cause par exemple de cancer, elle a reçu des rayons X et les tissus peuvent être blessés et entraîner des communications ou bien parfois de notre faute au cours d'une intervention chirurgicale telle qu'une césarienne. Alors il peut arriver que nous on aille un peu blessé et puis créer une communication entre les deux. Parfois, des fistules congénitales même ont été décrites. C'est cela. Voilà. Alors on entend beaucoup, hein, ce qui est le plus récurrent, c'est la fistule obstétricale. On entend le plus souvent fistule obstétricale. Est-ce qu'au-delà, il y a d'autres types de fistules avec, on va dire, avec d'autres types de manifestations? Non, pour ce qui est de la fistule, qu'elle soit obstétricale, j'ai dit que ça c'était dans le cadre de l'accouchement. C'est cela. Ou bien celle qui n'est pas obstétricale, c'est dans le cadre de ce que je vous ai expliqué, soit une césarienne, soit une irradiation, etc. Maintenant, le type anatomique même de fistule, on peut retenir qu'il y a en gros ce qui va se passer, les communications qui vont se passer entre l'arbre urinaire et l'arbre génital, parce qu'il y a plusieurs sous-types. Et maintenant, les communications qui vont se passer entre l'arbre rectal et même anal jusqu'à l'orifice qui produit le caca là, et puis l'orifice vaginal. De telle sorte qu'on distinguera en gros la fistule qui peut se faire au niveau même des organes qui sont situés assez haut, les uretères, puisque il y a des tuyaux qui vont amener le pipi à la vessie. Vous imaginez, c'est des tuyaux qui sont comme des macaronis, ils sont très fins, qui vont quitter le rein pour acheminer le pipi au niveau de la vessie. Au cours de l'accouchement, par exemple, ces tissus-là peuvent être dilacérés et abîmés, coupés. Et par exemple, si ce drain qui est supposé conduire le pipi jusqu'à la vessie se retrouve se baladant dans l'abdomen, vous imaginez qu'il y aura du pipi dans l'abdomen. Donc même si le pipi, vous ne le voyez pas couler dehors, c'est une femme qui va perdre du pipi dans son abdomen. Et là encore, il y a des complications. Oui, il y a des complications. Et puis, il faut aussi aller rechercher ça. Les techniques de recherche ne sont pas pareilles pour voir cet organe-là qui est en train de pisser pendant un examen spécifique et qui nous dit « Ah, tiens, il y a du pipi qui coule dans l'abdomen. » Mais sinon, si c'est vers le bas, ça va être une perte de l'urine. Et la femme, elle est assise et on voit le pipi qui sointe sur ses pieds. Quand elle est dans un cas, elle veut voyager avec les gens, là où elle s'est assise, et sur le fauteuil, si elle n'est pas bien protégée, le pipi, il y aura une fuite et personne ne veut s'approcher d'elle. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est là qu'on parle d'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire est possible, c'est vrai, et c'est effectivement un des signes de la maladie. Voilà. Alors, docteur, dites-nous, quels sont les facteurs de risque qui favorisent son apparition? Oui, ok. Il faut dire que un des facteurs de risque, c'est vraiment la pauvreté. Un des facteurs de risque, c'est
les infrastructures que nous n'avons pas. Je vais juste, face à cette question, illustrer ce facteur de risque par ce qu'on appelle les 3 retards. Les 3 retards. Retard, par exemple, à décider d'aller dans une formation sanitaire, ou bien ce n'est pas toi qui décides. Quand tu es en grossesse, il y a peut-être le beau-père qui doit décider, il y a la belle-mère qui doit décider. Ce n'est pas directement le couple qui décide. Donc, il y a tout ce qu'il y a comme tabou. Donc, pesanteur très bien, socio-culturel, qui donc peut favoriser ces retards-là. Parfois, nos gouvernants même n'ont pas suffisamment d'informations sur la fistule. C'est pour ça que vraiment, moi, je loue votre intérêt marqué pour ce sujet. Et du fait de l'ignorance, on peut parfois donc perdre beaucoup de chances. Parce que nous parlons vraiment d'égalité de chances. Pourquoi est-ce que parce que je suis une femme, parce que je suis une fille, dès la base, du fait de mon anatomie, de ma physiologie qui va faire que je suis une femme et que je vais porter une grossesse, pourquoi est-ce que du fait de cela, j'ai moins de chances de ne pas être malade que mon conjoint? Quand on parle d'inégalité, il ne s'agit pas de muscles. Il ne s'agit pas de dire tu es mon égal. Non, c'est juste donner une chance, donner une opportunité d'être en bonne santé. Voilà. Et par exemple, vous retiendrez qu'un des facteurs de risque, c'est l'absence de contraception. Parce que quand on va arriver à la cause de la maladie, vous allez voir qu'au-delà du facteur de risque, il y a vraiment ce qui est incriminé, c'est l'accouchement. C'est l'accouchement. Pourquoi est-ce qu'on pourrait m'interdire de prendre une contraception qui sauve 30 femmes de la mort? Vous voyez, tu vas sauver 30 femmes de la mort. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, c'est pour cela que, en termes d'opportunités, vous faites bien d'apporter l'information juste pour qu'on sache que la grande meneuse de cette maladie, c'est la grossesse. Alors, nous, on doit faire en sorte que on puisse décider d'avoir une grossesse au bon moment que l'on veut, et puis que quand on est en grossesse, on puisse vraiment s'occuper, être suivi, etc. Voilà. Donc, c'est dire qu'il y a tellement de facteurs de risque tout autour qu'on pourrait nous-mêmes, on va dire, gérer sans forcément avoir besoin, on va dire, des autorités. Déjà, quand vous parlez de contraception, s'il y a une bonne planification familiale, voilà, madame peut avoir des enfants au bon moment, voilà, avec vraiment des espacements qui ne vont pas forcément affecter sa santé. Voilà. Les facteurs de risque, c'est la pauvreté. Oui, vous l'avez dit. Il y a toutes les pesanteurs socio-culturelles, telles que les mutilations génitales féminines. Le fait que je disais que la femme ne puisse pas décider d'elle-même de se rendre dans le centre de santé. Voilà, de se rendre au centre de santé. Il y a les infrastructures et ça c'est au monde plus haut. Ça c'est au niveau de nos gouvernants. De nos gouvernants. Et parce que quand tu veux évacuer une femme en saison des pluies et tu arrives, tu es devant une digue qui s'est complètement effondrée. Ou bien une route qui ne peut plus permettre à l'ambulance de passer. Donc on va attendre que soit l'eau passe, soit on va négocier peut-être avec, comment on appelle ça, une pirogue. Une pirogue, merci. Une pirogue. Et même quand elle a quitté la maison, parfois elle a quitté avec une charrette. Vous imaginez? Je voudrais qu'on retienne à propos des facteurs de risque simplement cette phrase. Une femme qui est en travail ne doit pas voir le soleil se coucher 2 fois. Pour illustrer le temps
qui est mis Oui. et qui va donc permettre à la tête, quand c'est une tête du bébé qui veut descendre, d'aller cogner l'os de la maman. Donc le bébé est enfermé dedans. Pendant les contractions utérines, la tête va aller cogner, c'est ce qu'on appelle le pilon. Voilà, c'est un pilon, un véritable pilon. Et le bassin osseux de la femme, c'est le mortier. Oui. Donc la tête arrive, cogne et ne peut pas. Le tissu va finir par se mortifier. C'est cela. Et le bébé va mourir le plus souvent. Le bébé est mort, la femme va faire un gros bébé mort-né. Mort-né. Et puis elle-même, même si elle n'est pas morte, Elle a des complications. Diminuée. Diminuées. Parce que ça fait partie des droits de la femme. On a droit à la santé sexuelle et reproductive. Ça veut dire que tel que mon appareil génital est sorti, il doit être en bonne santé comme ça. C'est cela. Ça, c'est le droit à la santé sexuelle. La sexualité, la gynéco, la sexualité, c'est l'appareil même génital. Maintenant, l'obstétrique, quand on parle d'obstétrique, et nous on est des gynécologues et des obstétriciens, on s'occupe donc de l'appareil génital. Mais quand la femme est en grossesse, on devient des obstétriciens. On s'occupe de la grossesse et de l'accouchement. Donc c'est mon droit d'avoir une grossesse. C'est mon droit d'accoucher en bonne santé. N'est-ce pas? Donc c'est une question de droit sexuel et reproductif, de droit à la vie. Parce que le bébé qui va être un mort-né, ça veut dire que lui, c'est fini en même temps. C'est une perte. Et la femme qui est inconsolable parce qu'elle aura porté pendant 9 mois ce bébé qu'elle espérait avoir. Toute la famille était là. Et puis bon, malheureusement, ça va être difficile. Elle également aura des séquelles. Alors nous espérons vivement que nos téléspectateurs nous écoutent et également prendront bonne note de ce que Dr Ouedraogo est en train de dire. C'est important. Docteur, alors parlons maintenant des causes. Ok, très bien. Après les facteurs de risque qui ont impliqué nos leaders coutumiers, nos gouvernants et tout, nous abordons maintenant la cause réelle de la maladie. Évidemment, c'est la grossesse et c'est l'accouchement. Puisque pendant le travail d'accouchement, il ne faut pas que l'accouchement dure plus de 24 heures. Puisque j'ai dit voir le soleil se coucher 2 fois. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc quand on sait que c'est comme ça, il faut amener la femme tôt. Et donc la véritable cause là, c'est l'accouchement difficile. Alors cet accouchement difficile, à quoi est-ce que cela est dû? Parfois, ça ne passe pas, ça ne pourra pas passer. Tout simplement parce que la femme n'a pas assez d'espace pour que le bébé sorte. Parfois, elle peut avoir beaucoup d'espace, mais le bébé est très gros. Très gros. Ça ne passera pas. Parfois, le bébé a une présentation qui ne semble pas pouvoir passer. Par exemple, s'il se présente par la face, ça ne passera pas. S'il se présente par les pieds veulent descendre, ça peut passer. Mais il faut savoir que ça peut aussi être difficile. Donc, il y a des situations où le professionnel de santé pressent déjà qu'il y aura une difficulté. Là, c'est quand il y a un suivi normal. Quand il y a un suivi normal. Alors, les complications, ça peut survenir à tout moment de la grossesse. Parfois, quand moi je reçois une femme en début de grossesse, elle aura fait peut-être un retard de 2 semaines, 10 jours, elle est venue, on a fait le test de grossesse, c'est positif, tout le monde est content. Je vais lui dire, madame, l'accouchement, ça se prépare. Alors là, je vois de gros yeux qui me regardent. Elle est sérieuse? Ah oui, on a 9 mois, mais toutes les étapes peuvent être compliquées. Et ces complications-là ne préviennent pas. Exactement. Donc, il faut que nous, les professionnels de santé, pendant le suivi, on explique à la femme qu'il y ait vraiment un plan de communication pour expliquer à la femme quels sont les types de complications qui peuvent intervenir. Et face à telles complications, il faudra que rapidement elle puisse consulter. Alors,
Je reviens à l'accouchement difficile. J'ai expliqué que ça peut être dû au bébé qui est trop gros, ça peut être dû à la maman qui n'a pas suffisamment d'espace, ça peut être dû au... Ça peut survenir du coup. Tu peux par exemple être en train de suivre la grossesse, tout est normal, et du coup, tu entends le cœur du bébé qui commence à battre faiblement. Ça bat faiblement, ça commence à descendre, à descendre. C'est ce qu'on appelle une souffrance fœtale. Il faut y aller vite. Pour sauver l'enfant. Parfois, ce n'est pas le cœur qui bat lentement, mais le cœur peut s'accélérer aussi. S'accélérer également. Ça a la même valeur. C'est ce qu'on appelle une souffrance fœtale. Donc il faut aller rapidement dans un centre de santé. Voilà. Parfois même c'est en salle d'accouchement. Oui. Et il faut aller rapidement à la césarienne pour sauver le couple mère-enfant, si on veut les deux. Alors, ce qui va se passer du fait de la décision qu'on a prise tard pour amener la femme au CSPS, elle va arriver au CSPS. L'agent de santé va la recevoir. On va essayer de la faire accoucher. Et puis, ça ne va pas marcher. Le premier retard est à ce niveau. Et on va la référer au CM, au centre médical. Le deuxième niveau. Elle va arriver là-bas. On va essayer. Peut-être, ça ne va pas marcher. Oui. A priori, si c'est un centre médical avec antenne chirurgicale, on devrait pouvoir aller jusqu'à la césarienne. Mais s'il n'y a pas de possibilité de faire la césarienne, on va encore la référer à un autre niveau. Vous voyez, ça fait beaucoup. Pendant ce temps, ces tissus-là, c'est de la vie, c'est du sang. C'est cela. Et plus on va perdre du temps, plus le sang qui va passer dans ces tissus va commencer à diminuer. Wow. Le débit sanguin diminue au niveau des organes dont je vous ai parlé en introduction. L'appareil urinaire, l'appareil rectal et même l'appareil génital, puisque la tête du bébé coince et c'est des organes qui vont avoir le débit de sang qui va diminuer. Le débit de sang diminue. Parfois même, c'est de notre faute, nous les professionnels de la santé. Parce que la tête est là. Ça, la tête est incompressible. Mais la vessie, qui est comme un ballon, imaginez, si tu n'as pas envie de pisser, c'est que ta vessie n'est pas pleine. C'est cela. Alors, à partir du moment où ta vessie va se remplir de pipi, tu sens qu'il faut aller pisser. Exactement. Parfois, ce qui se passe, nous les professionnels, on a branché du sérum pour aider la femme. C'est filtré par les reins, ça va aller dans la vessie. Il faut avoir simplement le réflexe de dire à la dame, descends pisser. Parfois, elle veut descendre pisser, la pauvre. On dit, hey, faut pas quitter, reste couché là-bas, etc. Pendant ce temps, la vessie se remplit. Et quand elle se remplit, vous imaginez, la tête est incompressible, le ballon vésical est venu s'ajouter. Alors, les tissus, c'est des douleurs. Il y a une dilatation forcément. Merci. Et les tissus vont commencer par... Le sang va commencer à... L'arrivée de... La quantité de sang qui arrive diminue. Après, c'est ce qu'on appelle... Nous, on appelle ça en termes techniques l'ischémie. C'est la diminution du sang, du débit du sang dans les organes. Après, si tu as... Je vais illustrer ça par une plaie simplement que vous avez sur votre pied. C'est cela. Vous allez voir qu'au bout de 3 jours, parfois, il y a une peau qui va tomber. Parfois, tu grattes. Au début, c'est saignant, saignotant. Après, ça va tomber, les croûtes tombent. Exactement. Le tissu qui a été mortifié là, au bout d'un certain nombre de jours, va tomber. Et c'est le trou qui s'est formé, c'est la fistule. C'est la fistule. Voilà. Si bien que, quand les gens n'ont pas compris, parfois, ils vont nous accuser à tort. Ils vont dire que... elle est arrivée, elle ne perdait pas de pipi. Hein. Elle est restée. Aucun pipi ne sortait. Mais c'est peut-être une semaine après. Parce que quand le tissu va mourir, le tissu va tomber. Et en tombant, le trou va s'installer. Le fossé s'installe. Et à ce moment, la fistule est là. Et parfois, on va dire, c'est la césarienne là qui a provoqué ça. Alors que peut-être qu'elle a fait 72 heures au village avant de venir et les tissus avaient perdu de leur vitalité.
C'est beaucoup, c'est énorme, c'est à la fois, on va dire, c'est à la fois triste quand même, hein, de savoir qu'on peut sauver des vies avec une simple décision. Mais la question que moi je me pose, c'est, on a parlé beaucoup de milieu rural. Pourquoi exclusivement en milieu rural? Quelle est la raison? Est-ce qu'en milieu urbain également on en rencontre ou bien est-ce que c'est typique au milieu rural? Il faut dire que en milieu rural, les femmes sont beaucoup plus pauvres. Ok. Oui. En milieu rural, parmi les facteurs, il y a le manque d'éducation. Parfois, elles n'ont pas été à un niveau de scolarisation assez élevé. C'est ça. Elles n'ont pas la possibilité de décider d'elles-mêmes d'avoir, par exemple, une contraception. Parce que nous avons vu que pour prévenir la maladie, il faut bien sûr, en tout cas, essayer de réguler les choses en ce qui concerne la grossesse et l'accouchement. Donc, le milieu rural, c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de pesanteurs socio-culturels. Or, malheureusement, la femme est le pilier, la cheville ouvrière en milieu rural. Alors, le problème va être encore plus aigu en milieu rural parce que, justement, cette femme qui réglait tout entre les familles, socialement, qui avait un poids, pendant les funérailles, elle est là, elle règle les problèmes, les mariages, elle est là, elle est influente. C'est cela. Oui. Et donc, du coup, elle perd tous ses moyens avec la fistule. Ce qui va se passer, elle va être cachée. Oui. La maladie est parfois honteuse. Elle se retire. Et imaginez, toute la famille va prendre un coup. Ça, c'est cool. Parce que elle était le pilier économique, le pilier social. Elle réglait beaucoup de questions. Et donc, en milieu rural, c'est vrai, le problème est là-bas. Les femmes sont cachées, mais c'est dû vraiment à tout ce qu'il y a comme pesanteur. L'accouchement, la grossesse très tôt, les mariages d'enfants, les mariages précoces. Et tout ce qu'il y a comme violence sexiste. Oui, parfois les gens se plaisent à dire qu'à par là, Léa Parouet, si tu conduis une voiture à Ouagadougou même et à un feu, il y a un couac, on met la tête comme ça que c'était une femme. Tout ce qu'il y a comme violence sexiste, tout ce qui est canalisé comme langage négatif pour mettre en retard la femme dans une société justement, une société patriarcale, voilà, une société où la femme n'a pas un mot à dire. On a remarqué que donc ces inégalités-là persistent. Voilà. Et comprenez par inégalité, ce n'est pas une question de force, non, c'est une question d'opportunité. Donner la chance aussi d'avoir une bonne santé à la femme. Voilà. Et moi, quand j'ai commencé cette chirurgie, je ne réalisais pas ce que je faisais. Oui, je l'ai commencé en milieu rural. Je ne savais pas que le fait de réparer leur appareil génital, c'était vraiment leur permettre de recouvrer leur dignité. Voilà. C'est après, quand j'ai commencé à militer dans les réseaux de femmes, j'ai commencé à lire, à m'intéresser aux questions de genre, que j'ai compris que c'était non, juste donner une chance. Et quand on répare, on leur donne une chance de recontinuer. Parce que la vie n'est pas finie. La fistule se guérit. Quand on répare, on leur donne une seconde chance, de rebondir. Vous l'avez déjà abordé, les conséquences sur le physique et surtout les conséquences psychologiques aussi. Oui. On en parle. Oui. Les conséquences physiques, c'est tout ce qu'il y a comme problème anatomique. Je vais juste sur ces parties intimes, l'urine à force de se déposer là, il y aura des taches, des surélévations, voilà,
des lésions, voilà, qui vont être là-bas. On peut avoir des ulcérations, comme des tuméfactions, et elle est tout le temps mouillée. Elle est tout le temps mouillée. Vous imaginez que du coup, il n'y a plus d'attirance, son mari ne la veut plus. Voilà. Et ce qui est physique, c'est que elles sont vraiment des femmes dénutries. Elles sont des femmes qui vont refuser de boire et elles vont avoir parfois des lésions très graves. Elles peuvent aller, puisqu'elles refusent de boire, parce qu'elles pensent que si elles ne boivent pas, le pipi ne va pas sortir. Or, le rein continue son travail. Mais au contraire, si elles ne boivent pas, elle peut développer d'autres problèmes, d'autres maladies. Oui, la déshydratation. Exactement, la dénutrition. Si bien que parfois, elles vont arriver, leur problème c'est d'abord de manger. Parce que si le chirurgien va sur du tissu qui n'a même pas de force, tu t'imagines une dénutrition, une malnutrition, il y aura un échec du traitement. Déjà que bon, c'est une chirurgie assez difficile et c'est pas simple. Donc, il faut se donner beaucoup de chance. La femme devrait donc être bien nourrie. Et parfois, quand moi je recevais les femmes à Fada, on négociait au niveau de l'église catholique, au niveau de l'église protestante, chez les imams et tout, pour que les femmes aient à manger. Donc, on demandait du mil, du riz, etc., ce que les gens ont, pour qu'on puisse nourrir les femmes. Et grâce à tout cela, on peut arriver à guérir de la maladie. Voilà. Donc, docteur, dites-nous, dans votre expérience sur le terrain, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a déjà eu des cas de suicide suite à cette maladie? Des cas de suicide, dans mon expérience personnelle, j'en ai pas vu. Mais dans mes lectures, et également à Addis Abeba, où l'UNFPA m'a envoyé former, parce qu'il faut dire que le chef de file de la lutte, peut-être qu'on va y arriver tout de suite, c'est l'UNFPA. Et là-bas, j'ai entendu aussi parler à Addis Abeba, dans le centre où j'ai été formée, qu'on pouvait aller jusqu'au suicide. De toute façon, pour tout ce qui concerne les violences basées sur le champ, en général, ça va par palier. C'est cela. Ça va par palier. La base, c'est ce dont je vous ai parlé. C'est les violences sexistes. C'est tout ce qu'on ressort tous les jours. Comme regard, comme mépris, comme parole, comme pour minimiser. Marginaliser. Oui, marginaliser la femme. Et si on ne traite pas à la base, j'étais avec Voix de Femme la semaine passée, où on a eu, Madame Lamizana nous a formés et son équipe nous ont formés sur ces violences sexistes-là. Si on ne corrige pas ça, en fait, on n'a pas réglé quoi que ce soit. C'est un facteur de risque. Oui. Et c'est à la base. Vous voyez, ça là, ça commence par ça. Par palier, c'est par palier. Par palier. Donc, dans une famille, on peut dire non, tous les jours, on te démontre par A plus B que tu es une femme, que tu n'es rien. Et puis le second cran, ça monte. Ça va être peut-être le second cran, c'est quand la violence physique là va survenir. À ce moment, on peut te gifler, tu vas aller tomber. Et puis après, ça monte. Et le dernier cran, c'est le suicide. C'est le suicide. Voilà, c'est le suicide. Donc c'est dire qu'il y a véritablement, on va dire, péril dans la demeure. Hein. Il faut tirer véritablement la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme. Et en termes de violence basée sur le genre, avant d'arriver au suicide, il y a tout ce que l'agresseur peut te faire. À tel point que dans les pays en développement, il y a parfois, pour protéger les femmes, elles sont reliées à... Il y a un bracelet qui les connecte à un système, si bien que quand la violence là est là, quand la personne qui vient insuffler la violence est là, il y a une alerte. Il y a une alerte. Pour sauver la vie. Pour sauver la vie. Oui, ce que vous faites aujourd'hui, vous sauvez des vies. Oui, vous sauvez véritablement des vies, parce que dans les violences, c'est comme je vous le dis, ça va par palier. Et un des paliers, c'est la mort. C'est la mort. Si on te l'a fait, mais si tu as essayé de cogiter et tu n'as pas trouvé une solution,
le suicide, évidemment, est aussi une des formes. Une des formes également. Alors, docteur, tout à l'heure, vous l'avez abordé, hein, vous avez dit qu'il est possible d'en guérir. Oui, oui. Il est possible d'en guérir. On va dire, quelles sont les options de traitement disponibles ici au Burkina Faso? Alors, le chef de file de la lutte, moi je vais parler de lutte. Allons-y. Qui va donc canaliser plusieurs axes. La prévention. Il faut éviter que le problème n'arrive. Pour éviter que le problème n'arrive, c'est quoi? C'est ce que vous faites aujourd'hui à LCA. C'est donner l'information juste. Une bonne campagne de communication. Et également sensibiliser les communautés pour que l'on puisse amener les femmes tôt, etc. Nous, les agents de santé, parce que au niveau des retards, c'est pas que la communauté. Parfois, on peut arriver, on trouve qu'il n'y a pas de boîte de césarienne. Il faut attendre. On a lancé la stérilisation. Les boîtes vont sortir dans 1 heure. Pendant ce temps, il y a un retard. Il y a un retard. Parfois, c'est du sang qu'il n'y a pas. On va dire non, il faut attendre. On est allé chercher du sang. Pendant ce temps, les lésions sont en train de se former. Alors, au niveau donc, de la prévention, c'est sensibiliser pour qu'on puisse éviter tout ce qu'il y a comme pratique traditionnelle, les mutilations, l'excision, éviter tout ça, parce que l'appareil là va être plus serré. Et vous avez vu que j'ai dit qu'il y a un espace qu'il nous faudra pour que le bébé sorte. Si c'est serré, le bébé ne peut pas sortir, ça va piler. Alors, la prévention, parfois, c'est nous les agents de santé, permettre à la femme de descendre pisser ou bien de lui placer simplement ce qu'on appelle une sonde urinaire. Dans son méa urinaire, là où le pipi sort là, on va aider en mettant un raccord dedans avec une poche. À ce moment, la vessie... C'est plus relax. Voilà, c'est plus relax. Et même s'il y avait des lésions qui étaient en train de se faire, ça peut se refermer. La prévention, donc, étant à ce niveau, il y a maintenant le traitement. Quand la femme perd les urines par le vagin ou elle perd les selles par le vagin, la réparation est possible chirurgicalement. Au Burkina? Au Burkina Faso. Il y a des centres qui le font. Et quand la réparation est finie, il faut la réinsérer. Parce que rappelez-vous, on avait expliqué qu'il y a des conséquences sociales, psychologiques, etc. La femme va perdre sa place qu'elle occupait. Elle perd, son mari va la laisser aller chercher une deuxième épouse, etc. Donc, cette réinsertion sociale est très importante. Si vous avez fini de la réparer et vous la laissez comme ça, elle ne pourra pas s'en sortir. La réinsertion sera difficile. La réinsertion sera difficile. Donc les communautés doivent être impliquées. Impliquées. Donc on doit, par exemple, leur apprendre un métier. Et puis avec ça, elles vont sortir. Évidemment, elles vont rester sous contraception pour ne pas prendre une grossesse. Parce qu'après le traitement, il faut imaginer que le tissu doit... Il faut laisser du temps pour une consolidation. Donc la contraception à ce moment est important. Et si au bout d'un certain nombre d'années que le chirurgien va lui donner, le gynéco va lui donner, elle revient, on peut envisager une grossesse et puis avoir un bébé en toute sécurité. Donc une grossesse vraiment suivie. Suivie, avec, si possible, une césarienne, parce qu'on ne va pas la laisser encore aller suivre tout ce tralala là pour sortir le bébé. Les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, les mêmes conséquences. Et puis donc, cette réinsertion socio-économique est très importante. Et puis, au finish, il faut le suivi, évaluation. Comme tout programme, il faut les suivre, prendre des nouvelles, s'occuper de leur statut, etc., pour savoir est-ce que finalement, il y a eu vraiment de l'impact sur notre action. Et ces femmes-là sont des ambassadrices. Moi, j'ai appris à opérer avec une femme qui a fait la fistule obstétricale, qui était donc dans le centre où je suis allée pour mon intervention, pour mon apprentissage. Et cette femme, elle était une ambassadrice. Elle était une chirurgienne nommée par le centre avec toutes les compétences possibles.
Alors, docteur, un peu plus, on va dire, un peu plus en arrière, on a parlé de pauvreté comme facteur de risque. Alors, tous ces traitements, est-ce que financièrement, les femmes en milieu rural peuvent avoir accès à ces traitements-là? Oui. Ou bien est-ce qu'il y a des prises en charge au niveau de... Les associations s'en occupent. Au Burkina Faso, il y a par exemple la Fondation Rama de Madame Cabré. Je me permets de la citer parce que vraiment c'est une référence. Et ce centre est chargé donc d'aller les chercher en profondeur et puis de venir les abriter dans le centre, leur donner à manger, leur donner un certain minimum de conditions et après on les amène dans des centres tels que à Chifra, tels que à l'hôpital Yalgado, à Bobo. La prise en charge est vraiment organisée. Voilà. À peu près 300 femmes comme ça, sous donc l'apport bien sûr des partenaires techniques et financiers. Mais bon, ça devient compliqué tout ça là. Si bien que la question de la fistule vraiment, elle devrait être traitée en tout cas au plus haut niveau. Au plus haut niveau, ensemble. De façon régionale, parce qu'on a les mêmes indices dans la région et les organisations régionales aussi s'organisent pour la lutte. Alors docteur, on va dire, comme vous l'avez dit, c'est véritablement une lutte. Il faut lutter quotidiennement entre pesanteur culturelle, socioculturelle, pauvreté, sensibilisation, implication des communautés pour réinsertion et autres. C'est dit que c'est une véritable lutte que nous devons mener au quotidien pour sauver véritablement des vies. Alors, à ce stade on va dire, de notre émission, alors, quelle devrait être, on va dire, la part de responsabilité dans cette lutte-là, on va dire, de toutes les entités, vous, professionnels de la santé, on va dire, des communautés et également, et surtout de nos gouvernants? Ok, merci pour cette question très intéressante. C'est une question vraiment d'envergure. La réflexion devrait se mener pour que, au niveau, moi je pense au niveau de nos décideurs, au niveau de nos leaders communautaires, et les gens puissent faire comme ce que vous avez fait aujourd'hui, pouvoir donner l'information juste. Et je crois que le plan régional est important. Un plan qui englobe toute la région, parce que comme je vous disais, la pauvreté, elle est la même chose, par exemple, dans notre espace ici. La pauvreté, elle est féminine. Et les facteurs, les tabous, là, c'est récurrent, c'est partout. Donc, je pense qu'une organisation régionale pourrait aider donc à régler la question. Après la région, bien sûr, c'est nos États. C'est ça. OK. Donc, nos États devraient s'organiser. C'est une question qui devrait comporter un niveau donc État, un niveau opérationnel, un niveau de mobilisation des ressources, un niveau donc de suivi et d'évaluation. Voilà. Donc un programme, une organisation. Les États s'en occupent. Au niveau du ministère de la Santé, il y a la Direction générale de la santé publique qui coiffe la direction de la santé et de la famille. Voilà, cette direction de la santé et de la famille, en tout cas, travaille au quotidien pour promouvoir les actions de promotion de la santé. Et nous faisons donc de la contraception. Vous savez que la contraception sauve 30 femmes de la mort. Juste ça. Juste la contraception. Juste la contraception. C'est 30% de décès maternels de moins. De moins. Donc c'est pas rien. Donc ces directions, sous le lead bien sûr des partenaires techniques et financiers, donnent les moyens pour qu'on puisse opérer les femmes. Parce que vous êtes revenu plusieurs fois sur cette question de pauvreté-là. C'est grâce vraiment à
ses partenaires techniques que la lutte, les kits sont payés, l'équipe est prise en charge, etc. Donc si véritablement on n'a plus cette aide, c'est l'appel à la souveraineté. C'est ça. Et nos autorités ont pris déjà de l'avance là-dessus. Donc je pense qu'on devrait organiser la lutte au niveau de l'espace AES et permettre à nos populations de bénéficier, de continuer à bénéficier donc de cette prise en charge. Donc il y a le niveau opérationnel, le niveau de suivi ou évaluation, le niveau de mobilisation des ressources et puis il nous faut aussi un agenda au niveau de la région pour permettre une recherche opérationnelle. Et puis, un plan de communication. Et ce plan de communication est entre vos mains. Nous espérons pouvoir faire en tout cas le maximum pour que l'information puisse aller au-delà, on va dire, des frontières. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas une question qui concerne que le Burkina. Non. Les chiffres de l'UNFPA sont là. Des millions de femmes tombent malades de la fistule chaque année. Au Burkina, c'est environ 1000 femmes. Qui sait, au niveau de la sous-région ouest-africaine, nous sommes à combien? Et surtout en milieu rural, c'est dire que le mal, il est là. Il faut pouvoir lutter à tous les niveaux. Pouvoir donner l'information. Alors nous allons tout doucement vers la fin de cette émission. Alors ici au Burkina Faso et également, on va dire, dans votre expérience, est-ce qu'au niveau de la sous-région, au Burkina Faso, il y a des structures vers lesquelles les femmes peuvent aller? Voilà, les femmes atteintes par cette maladie-là ou encore qui ont guéri et qui voudraient avoir un accompagnement. Voilà, pour pouvoir véritablement s'insérer dans la société. Est-ce qu'il y a des structures, des associations comme Génitcare, bien sûr, pour les recevoir? Oui, merci pour cette question. Il y a des structures qui s'en occupent et comme on l'a si bien dit tout au long de l'émission, on ne peut pas mener la lutte à un seul niveau. C'est ensemble, de façon intriquée, avec les décideurs qui n'ont parfois même pas l'information sur ce que c'est que la maladie. Oui. Comme les décideurs ne savent pas, ça fait que parfois nos gouvernements ne mettent pas suffisamment les moyens dedans. Or, actuellement, ça chauffe un peu. Et l'appel à la souveraineté là, devrait faire en sorte que cette question soit vraiment d'intérêt et que l'on puisse véritablement l'adresser, qu'on puisse se l'approprier et redonner de la dignité à nos femmes. Alors, parlant de cette lutte, je disais se mettre ensemble régionalement d'abord, au niveau des États, au niveau donc de nos différents ministères, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas que le ministère de la Santé qui doit porter cette question de la fistule obstétricale. Il y a le ministère des Infrastructures, il y a pour arranger les routes pour qu'on puisse amener les femmes, les malades. Il y a le ministère de l'Éducation, où on a vu que si tu n'as pas un niveau élevé, tu peux ne pas comprendre les enjeux d'aller consulter, par exemple, d'aller opter pour une contraception. On ne pas parler de ces maladies, on va dire, de santé publique récurrentes. À l'école même. À l'école. Voilà. Et pour moi, merci pour vraiment cette question, parce que pour moi, c'est ramener l'éducation à une éducation pour la vie. La paix devra s'inviter dedans. Parce que donner toutes ces notions de paix-là pourrait aussi permettre d'amener moins de fistules. Parce que malheureusement, les centres sont fermés, parfois du fait de l'insécurité, avec impossibilité donc d'avoir une assistance technique qualifiée. Et donc quand la communauté se retrouve seule, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Docteur, vraiment, on a beaucoup à dire sur la fistule, mais le temps imparti arrive à son terme. Juste un dernier message, voilà, à toutes les femmes, surtout aux jeunes filles également. À toutes les femmes, c'est d'abord un regard pour une femme
comme elle qui a eu cette maladie. C'est un sourire pour une femme qui a eu cette maladie. C'est aller à l'engagement parce qu'on peut s'engager, on peut porter, on peut être une ambassadrice de la fistule obstétricale. Donc, moi, j'allais inviter les femmes à s'engager parce que vous avez vu que la question, elle est multidisciplinaire. On a parlé ici de nutrition. Donc, pour les leaders femmes qui ont du business, elles pourraient apporter à manger à ces femmes. À ces femmes-là. Dans les centres où elles sont. Parce que c'est la première partie de la prise en charge. Exactement. Manger. Manger. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Et pour mes consoeurs qui sont des femmes, qui sont des médecins, il faut aussi s'engager à la lutte. Il faut s'engager à la prise en charge de la fistule obstétricale. Moi, j'ai eu plein de mentors. J'ai eu Dr Guiro, qui actuellement est toujours en train d'opérer, qui est un chirurgien qui est référent. On peut beaucoup apprendre avec Dr Guiro de l'UNFPA. Il n'est pas dans les bureaux, il est sur le terrain. Donc s'il y a des femmes, des filles, des jeunes filles qui veulent embrasser la chirurgie, donc de la fistule, il faut y aller. Elles sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues. Merci bien, docteur. Il y a des mentors qui peuvent les accompagner. Merci infiniment. Merci pour cet entretien, on va dire très riche, et nous sommes sûrs que la lutte sera partagée à tous les niveaux. Fidèles téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, Dr Ouedraogo, gynécologue, présidente de l'association Genitcare Africa, Genitcare Africa, était sur notre plateau. Avec elle, nous avons parlé, on va dire, d'une maladie silencieuse, mais qui fait des victimes dans notre communauté. La fistule, de façon générale, voilà, sinon il y en a plusieurs, mais la fistule, de façon générale, on va dire, est un tueur silencieux. Et nous devons tous, à quelque niveau que ce soit, nous impliquer dans cette lutte pour, à notre manière, apporter notre pierre à la lutte et surtout à la construction d'une société plus juste, voilà, avec une société où les chances sont égales, où chacun pourra avoir droit à ce dont il a véritablement besoin pour une vie et un épanouissement dans cette société. Docteur Ouedraogo, merci encore une fois d'être passé. Et comme on le dit, la lutte continue. Merci à vos fidèles téléspectateurs et à mercredi prochain.